Le Tour de l'Espace Mont-Blanc vous est présenté par le canton du Valais par son programme de l'Espace Mont-Blanc, les moustaches bike du garage Brutin Frères à Sierre, Épicurialpes, le festival des saveurs et de la gastronomie alpine à Grimens, la fromagerie d'Étier, le groupe Garage et Carrosserie du Nord, les TMR, Transport de Martigny et Région, et la vallée du Trien. Bonjour tout le monde. Bonjour à tous. L'an dernier, on faisait la descente du Rhône à vélo sur Rhône FM et Rhône TV. Cette année, on vous propose de faire le tour de l'espace Mont-Blanc. On sera en vélo électrique accompagné par des voitures Rhône FM et on prendra le train et surtout la télécabine. Et le thème central cette année, c'est la gastronomie. Avec Lauriane, on vous propose de découvrir la première étape entre Martigny et Fin-Haut. C'est le départ pour notre premier duo. En selle, direction la gare de Martigny où les attend le train TMR pour Salvan. Les vélos sont installés, tout le monde est à bord. Cap maintenant sur une rencontre avec le mécanicien de la ligne. Bonjour, moi c'est Thomas Keller, je suis mécanicien Mont-Blanc Express depuis plus ou moins 1 année et demie. Donc c'est le train qui fait Martigny-Vernaya jusqu'à Valorcine. En tout cas, on assure la partie suisse. Ensuite, c'est un train qui va jusqu'à Chamonix en France, Saint-Gervais. Ici, on est dans un train, c'est une 870, c'est une assez récente machine. On peut avoir jusqu'à 200 passagers. Et puis pour nous, pour la partie suisse, on va mettre plus ou moins 50 minutes de montée entre Martigny et Valorcine. Et puis on va voir plein de beaux paysages, plein d'ouvrages pour aller jusqu'à là-bas, ce qui fait que c'est une ligne qui est très prisée par les touristes pour aller en France, en passant par le Mont-Blanc Express. Arrivé en gare de Salvan, Patrick et Lauriane remontent en selle pour découvrir le moulin Fine, le dernier moulin à eau encore en fonction dans la région. Bonjour monsieur, dame. Bienvenue au moulin Fine. Bonjour. Merci. C'est la première fois que vous venez ici. Première fois, ouais. Ouais. Visiter cet illustre bâtiment qui date des années 60-70, donc 1600 à la base, et qui a été rénové en 3 étapes pour le trouver dans l'état qu'il est aujourd'hui. On peut rentrer? Oui, bien sûr. On va bien visiter. sûr, pas de souci. Super. Alors voilà. Anciennement, très anciennement, le grain arrivait ici, il était pesé. Après, il était mis dans ce bac. On voit, il y a des plats. Si vous regardez, il y a des mesures là-dessus, des petits clous qui sont sur le côté, qui faisaient la mesure parce qu'ils ne pesaient pas au gramme près. Hein. Et après, le moulin se met en marche. Derrière, on ira tout à l'heure regarder, il y a une roue à aube qui donne le mouvement horizontal, qui après se transforme mécaniquement dessous en mouvement vertical et de nouveau horizontal pour faire tourner la pierre. Vous voyez, cette grande éclisse en fer qu'il y a au milieu, c'est ce qui entraîne la pierre. Là, la pierre, elle est tout en bas, elle est bloquée, je l'ai mise en bas parce qu'il est en réparation. Tout autour de cette pierre, il y a cette grande coiffe qui est là derrière, vous voyez, qui vient autour. Et à mesure que la farine remplit les bords de la coiffe, la pierre, elle a un faux rond, elle n'est pas tout à fait ronde, et elle ramasse cette farine à chaque tour, elle tombe ici dessous, et elle tombe dans le sac dessous qui récupère la farine. Le moulin, il est équipé de 2 systèmes d'arrêt automatique, déjà d'époque. Hein. Ici, il y a une pierre tout au fond du bac, là, il y a une palette. Quand il n'y a plus de grain, la palette se lève et
ça alarme le meunier qui est le moulin, le bac est vide. Le meunier qui dort. Ah, exactement, meunier tu dors, ton moulin va trop vite, meunier tu dors, ton moulin va trop fort. Parce que le grand danger pour les moulins, même encore à l'heure actuelle, vous savez ce que c'est? C'est l'usure de la pierre. Non, mais quand elle se frotte contre pierre, ça fait quoi? Du feu. Exactement. Et on ne voit pas, mais c'est plein de poussière de farine et ça fait comme une explosion, si vraiment on est juste à l'équilibre des températures. Puis si ça ne suffisait pas, il y avait un deuxième mécanisme ici. Hop là, il a déjà fonctionné. Un deuxième mécanisme ici qui, avec une ficelle, il tient là, et la ficelle tombe et ça fait sortir et puis le bœuf. La menée d'eau, elle s'en va toute seule. Là, ça ne glisse pas facilement parce qu'il n'y a pas assez d'eau. Mais quand le bœuf est tout plein, il s'en va tout seul et l'eau sort de la roue et le moulin s'arrête automatique. Voilà. Ingénieux. Alors ici, voilà, ça c'est vraiment la mécanique du moulin. Et comme je vous expliquais tout à l'heure, il y a ce grand axe horizontal et cette roue avec les dents en bois autour, il en manque. Hein, si vous les voyez, il y a 2 trous là parce qu'on doit changer toutes les dents parce qu'on ne peut pas laisser une dent qui est neuve et déviée. Donc on doit changer tout en même temps. On fait le dentier complet comme chez nous à l'autre. Et donc on a une roue dehors qui prend le mouvement de l'eau et qui l'amène vers la deuxième roue, c'est ça? Qui l'amène sur cet axe-là, qui tourne là. Et puis vous voyez, il y a une traverse en bois au milieu de l'axe et elle fait tourner cette grande roue en bois qui lui fait tourner ce pignon ici, et ce pignon donne le mouvement à la pierre qui est dessus. D'accord. Voilà, alors on va descendre pour aller voir la roue. Voilà, alors tout à l'heure on a été jusqu'à l'écluse pour mettre l'eau, pour diriger l'eau du torrent qui normalement sort là. On l'a mis par un système d'écluse dans ce canal qui s'appelle le bief, ce tube en bois là, qui vient sur la roue. Et cette eau-là, avec l'eau qu'il y a là-dedans, on peut faire la démonstration, tout tourne sans souci. Mais quand on doit mouliner, on doit mettre beaucoup plus d'eau parce que l'effort du grain, c'est sous la pierre, il faut qu'il y ait de l'eau, autrement on ne peut pas mouliner, on ne peut pas faire de farine. Voilà, alors pour faire la démonstration juste à sec, ça suffit. Voilà. Donc c'est cette roue-là qui fait tourner... C'est cette roue-là qui fait... Vous voyez, on voit l'axe qui est dedans. Là. Alors la roue là, la même chose que celle-là, mais il n'y a pas d'axe traversant à travers le bois, parce que ça affaiblirait beaucoup trop l'axe. Donc celle-là, elle est pincée aussi par un système en bois, mais autour du carré de l'axe. Et c'est celle-là qui fait tourner. Vous voyez là, on voit rond au bout, puis après il est carré l'axe. L'axe en bois, là, il est carré. Et c'est autour de ça que la roue, elle est fixée. Mais sans, il n'y a pas de trou, rien du tout, c'est simplement calé. Voilà. Au revoir, Merci au plaisir et bonne continuation, bonne route. Merci pour la Merci visite. beaucoup. À bientôt. À bientôt. Merci. Revenez nous voir un dimanche. Avec plaisir. Ça marche. La visite du moulin Fine touche à sa fin pour Patrick et Lauriane. Il est temps pour eux de céder le relais. Place maintenant à Antoine et Fred. Nouveau duo, nouvelle aventure. Direction le Beaufortain, à la découverte des saveurs et du patrimoine gustatif de la région. Alors, on est à bord de la Renault R5, on arrive gentiment aux alentours de Beaufort, on va aller enfourcher les vélos pour se rendre à la coopérative laitière du Beaufortain. Et puis le but de la journée, Fred, c'est de comparer le fromage du Valais AOP, fromage laitier, raclette du Valais AOP, avec le fromage emblématique de la région qui est le Beaufort. Le Beaufort. On est enfin arrivé à Beaufort, hein, ce petit village vraiment niché au cœur des montagnes. C'est assez bucolique, c'est assez joli. Et on va se diriger vers la coopérative laitière qui se trouve juste devant nous. Puis on va aller goûter ce Beaufort alors, Fred. Bah oui, hein, passion. On a mérité, non? Mérité. Allez, mérité. On y va? Allez, go. S'ils disent qu'ils l'ont mérité, on ne va pas les contredire. Allez,
Encore quelques coups de pédale avant la récompense. Beau et fort, c'est nous ça. Ça, c'est nous. Donc on s'est équipé pour aller dans l'atelier de fabrication qu'on découvrira tout à l'heure. Mais avant ça, on va faire la passation de fromage. Donc on a ici avec Daïd Claire, qui est responsable d'exploitation de la coopération laitière du Beaufortain. Et on fera la dégustation tout à l'heure. Et oui, avant de passer à la dégustation, il va falloir mériter chaque bouchée. Direction les coulisses de la fabrication de ce bon fromage. Donc là, dans les grosses cuves qu'on voit, on peut faire 16 fromages quand les cuves sont à ras-bord. Ici, là devant nous, on voit les cloches et sous les cloches, on voit une sorte de grosse gouttière en inox. Dans cette gouttière, on va récupérer tout le petit lait qui va partir, qu'on va donc récupérer dans des grosses citernes. Ce petit lait, on va l'écrémer pour récupérer la crème et faire du beurre avec. Après, les fromages, ils vont partir ici. Là derrière, ce qu'il faut imaginer, c'est qu'en fait, on a un bassin. Alors, il y a presque encore 1 mètre qui est enterré dans le sol. C'est une sorte de grosse piscine remplie de saumure. La saumure, c'est simplement de l'eau et du sel. C'est très salé, c'est de l'eau qui est saturée en sel. Ça veut dire que si on rajoute du sel, le sel ne va pas se dissoudre. L'eau ne peut plus dissoudre de sel. Les fromages, ils vont passer dedans. On va les voir sur le côté après. Les fromages sont dans des grilles pour vraiment les faire couler. Parce que comme l'eau est très salée, autrement tout le monde flotterait. Donc là, comme ça, le fromage est vraiment baigne dans la saumure. Et ça permet de saler le contour du fromage. Donc David, on est vraiment ici dans la cave d'affinage du Beaufort. Oui, exactement. On les a quittés tout à l'heure. Ils étaient dans la saumure. Ils vont descendre ici. Et c'est ici, là, sur ces planches, qui vont passer minimum 5 mois. 5 mois, pendant 5 mois, qu'est-ce qui va se passer? Les bactéries qui sont dans le fromage vont développer le goût et la texture du fromage. Il y a la croûte qui va se former. Pour l'instant, on voit là, les fromages, ils sont encore tout blancs. On va aller voir des fromages plus anciens où il y a la croûte qui s'est développée. Et c'est là où ils vont prendre tout leur goût et leurs arômes. Donc, il y a une ancienne cave où les fromages sont retournés à la main. Ici, on voit derrière nous qu'il y a un robot qui s'occupe de ça. Ouais. Donc, il est vraiment en totale autonomie. Il est en totale autonomie. Si on regarde précisément, il y a des petits lasers là, qui calculent, qui regardent où est le fromage, où est la planche, et ainsi de suite. C'est un programme qu'on lui donne, quoi, de prendre le fromage, le retourner, le brosser, le frotter en giclant un petit peu de saumure dessus pour apporter toujours un petit peu de sel, hein, pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure. Et après, le robot remet le fromage à sa place. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on s'occupe des fromages quand ils sont jeunes comme ça. C'est au moins tous les 2 jours, il faut passer pour les retourner, les brosser. Et après, quand ils sont un peu plus vieux, ça peut attendre 1 semaine, 10 jours. Voilà. Mais on les retourne quand même régulièrement pour qu'ils continuent à s'affiner correctement. Autrement, le travail ne serait pas bien fait. Et le goût, forcément, en pâtirait derrière. Et combien vous avez alors de fromage ici dans la coopérative laitière du Beaufortain en stockage? On fabrique 35 000 meules par an. Aujourd'hui, là, en stock, on doit être à 20 000 fromages en stock. 20 000 ici sur place? Ouais, sur place, ouais. Entre les vieilles caves et les vieilles caves, les nouvelles caves, et on a encore 2 étages de nouvelles caves sur l'arrière de la coopérative où on n'est pas encore passé. Et donc, alors à l'époque, j'imagine qu'avant les robots, on va aller voir ça maintenant, c'est l'homme qui tourne le fromage à la main. Ouais, c'est ça. C'est l'homme qui retournait et qui brossait, qui frottait les fromages à la main. Ouais. Et on a encore dans les anciennes caves des gars qui font ça, parce que on a des places de caves qui ont un coût et il faut les utiliser quand même. Donc voilà, on a encore des gars qui font ça à la main. On va voir. Allez, on y va. Donc David, ici, on est dans les anciennes caves. Et donc ici, le robot ne peut pas rentrer, donc on doit faire ça manuellement. Hein. Ouais, on fait encore ça manuellement. Donc les étapes, elles sont séparées par rapport au robot. D'abord, on retourne les fromages et puis après, on va frotter les fromages. Et là, on va voir Jacques qui va nous retourner un fromage pour nous faire voir comment ça fait, quoi. Là, on voit les 40 kilos qui sont pris, qui sont retournés. Et vraiment, on a l'impression que c'est facile, mais vraiment, c'est pas facile du tout. C'est un coup à prendre. Et c'est vraiment costaud, quoi. Donc c'est pas vraiment par tradition, quoi. C'est par manque...
Là, c'est qu'on a, on a les caves qui sont là et il faut qu'on les utilise. Et donc aujourd'hui, on les utilise avec ces fromages. En général, on met des fromages un peu plus vieux qu'on a besoin de retourner un petit peu moins régulièrement. Et voilà, ça nous permet d'utiliser cet espace qu'on a pour pas le laisser vide, quoi, simplement. Il faut être costaud. Ouais, faut être costaud. Pas de salle de sport le soir. Le soir, on va dormir, ça fait bien. Donc pendant l'affinage, on a déjà la croûte qui commence à se former. Ici, on est sur des fromages qui sont assez jeunes encore, mais voilà, cette croûte un petit peu plus orangée par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure. Et l'odeur, ça vient simplement, donc toujours les bactéries qui travaillent. Pendant leur travail, elles libèrent un gaz qu'on appelle de l'ammoniac, et c'est ce gaz qui nous pique un petit peu le nez. Et en fonction de ça, le caviste est capable de dire si la cave, elle travaille bien ou pas. Il rentre dedans, il dit ouais, là ça sent fort, là ça sent pas assez fort. Il faut peut-être réchauffer un peu pour donner un peu de vif aux bactéries. Enfin voilà, c'est le caviste qui va s'occuper de ça. Et c'est assez impressionnant l'image, hein. Il y a combien de fromages ici? Là, il y a 800 fromages dans cette cave. 800 fromages. Ouais. Et ils ont tous à peu près été faits en même temps, j'imagine. Oui, quand on remplit une cave, en fait, les caves nous servent de numéro de lot pour la traçabilité. Quand on commence à remplir une cave, on va jusqu'au bout. Donc il y a peut-être 1, 2, 3, 4 jours. On pourrait regarder avec tous les chiffres qu'on voit ici, c'est la traçabilité. On pourrait déterminer de quand à quand ont été fabriqués ces fromages-là. Mais c'est quelques jours entre le plus jeune et le plus vieux. Bon, Antoine, c'est l'instant que tes papilles attendaient. L'heure de vérité, celle de la dégustation. Donc David, on a passé à la fabrication qui se trouve derrière nous, on a été voir les caves. Ouais. Maintenant, on va déguster. Donc nous, on a amené notre fromage de chez nous, le fromage à raclette AOP du Valais, spécialement celui d'Étier. Ouais. Et quels sont les deux autres fromages qu'il y a sur le plateau? Alors, c'est tous les deux des Beaufort. On a ce Beaufort-là qui est un Beaufort d'été. Donc celui-là, c'est un Beaufort qui a été fabriqué au mois d'août l'année dernière. Donc là, on est sur un Beaufort qui a 8 mois d'affinage à peu près. Donc là, on est vraiment, pour moi, à l'optimum de l'affinage. Tu verras quand on va goûter, il y a cette texture souple, fondante, les arômes fruités, une petite note de sel qui va apparaître pour donner un peu de caractère. On est vraiment bien. Et l'autre Beaufort, c'est un Beaufort qui a été fabriqué au mois de mai l'année dernière. Donc lui, on est sur un Beaufort qui est fabriqué quand les vaches, elles sont encore dedans, encore à l'étable. C'est pour ça qu'il est plus blanc. Elles n'étaient pas dehors à manger de l'herbe, hein, donc c'est ça qui donne la couleur. Là, on aura une texture plus ferme, avec les arômes de lait et de crème. Par contre, on a une durée d'affinage d'1 an, vu qu'on est au mois de mai. On a une durée d'affinage d'1 an. Et c'est en fait cette durée d'affinage qui va donner le caractère au fromage. La note salée qui va donner la puissance. Donc on va goûter ça, comparer avec la raclette. Je suis curieux de tester tout ça. Et puis voilà, de passer à la dégustation. Alors comme nous, on n'est pas des experts dans la fabrication du fromage, on a demandé à l'idole de la raclette de chez nous, le pape de la raclette, hein, Eddy Baïfar, que vous connaissez peut-être. Ouais, déjà entendu parler d'Eddy. Donc il vous a laissé une petite vidéo. Sa réputation traverse les frontières. Je vous laisse la consulter et puis après on réagira à ce qu'il raconte. Bonjour, Eddy Baïfar, ambassadeur officiel du raclette du Valais AOP. On est meilleur parce qu'on est au lait cru. On ne pasteurise pas, on ne thermise pas. C'est pour ça qu'on garde tous ces arômes, ces subtilités dans la pâte. On mise sur la qualité plutôt que la quantité, quitte à faire moins, mais assurer la qualité. Alors il a 450 ans d'histoire, on a célébré ça l'année passée. Et on a fêté aussi les 150 ans de l'acceptation du mot raclette au masculin pour définir un fromage. Alors le fromager fabrique du raclette, mais il mange la raclette. Là, au mondial de la raclette, ce qui m'a plu, c'est de récolter après les impressions des consommateurs. Il n'y a pas eu de guerre avec nos amis français, on a juste fait une battle amicale. La raclette, c'est accompagné du geste du racleur. Et la raclonnette, même si c'est du fromage à raclette dans le poêlon, ça s'appelle la raclonnette. La charcuterie ici, c'est un apéro. Ça accompagne très bien la raclette, mais contrairement à nos amis français, on ne balance pas la raclette sur la charcuterie. On sert la charcuterie en apéritif, c'est le message de bienvenue, et après on attaque la raclette. Le meilleur ingrédient qui accompagne la raclette, c'est la qualité des convives avec qui vous la partagez. C'est volontiers que je leur offre ce petit morceau de fromage à raclette d'alpage, et comme ça, vous comparez avec de délicieux Beaufort. Oh, je sais que ça n'arrivera peut-être pas à la hauteur, mais je me réjouis d'avoir votre tour. En tout cas, santé et bon app. Eh ben, il n'y a plus qu'à goûter. Hein. Il n'y a plus qu'à goûter. Ouais. Moi, je prends un de chez vous, puis vous prenez un de chez nous. Ouais.
Faudrait plutôt commencer par le Beaufort hiver, qui prendra moins de place en bouche, qui aura moins de longueur en bouche, et après finir par le Beaufort d'été. Et puis moi, j'attaque un petit morceau de raclette. Pas mal, hein? C'est très différent, hein, quand même. De toute façon, là-bas, c'est 2 fromages différents. Ils ne sont pas fabriqués pareil. Et même si c'est fait pour être mangé fondu, mais comme ça, à la main, c'est super bon. Hein. Super bon. Bien fondant, ça prend bien le palais, de la longueur en bouche. Vraiment super bon. Il n'est pas piquant, le Beaufort. Parce qu'on peut retrouver des fois dans les fromages raclette un goût un peu piquant en bouche, comme ça. Ça, il n'y a pas dans le Beaufort, là. Je goûte l'autre. Il me fait envie ce plateau. Faut pas hésiter. Là, normalement, il y aura une texture un petit peu plus fondante et un petit peu plus riche au niveau des arômes. Il y a ce côté fleuri, boisé. Là, on a 8 mois, donc on commence à avoir des arômes un petit peu plus puissants qui vont ressortir. Moi, c'est à cet âge-là mon Beaufort préféré. Quand il a 8-9 mois d'affinage, c'est là où il est vraiment top. On a un super plateau, là. C'est sympa, hein. David, qu'est-ce que vous pensez de notre fromage à raclette? Il est vraiment fantastique. Il est fondant, il a du goût. C'est pas un fromage neutre là, au niveau du goût, vraiment il a du goût. Fondu sur une petite patate. Alors, Eddy, j'ai compris, hein. Là, pas sur la charcuterie, sur la patate, d'accord. Mais fondu, ça doit vraiment être génial. Mais même comme ça à la main, c'est déjà superbe. Bah en tout cas, merci de nous avoir fait découvrir le Beaufort. Nous, Suisses, on n'avait pas forcément toutes les subtilités. Et puis là, on a vraiment vu à peu près toute la fabrication et l'affinage. Donc merci de nous avoir accueillis. Et puis on vous souhaite une belle saison d'été. Je crois que c'est la plus propice en termes de volume. Ouais, les vaches, là, elles sont dans les alpages. Elles profitent de l'herbe et de la fraîcheur aussi des alpages. Elles sont vraiment au top pour nous faire du super fromage comme ça. Merci à vous d'être venus. Merci beaucoup. Super sympa et super agréable la visite. Après cette immersion savoureuse dans le monde du fromage du Beaufortain, Antoine et Fred reprennent la route. Prochaine étape, une boulangerie-pâtisserie de Beaufort pour continuer cette aventure placée sous le signe des bonnes choses. Bonjour Cyril. Bonjour Antoine. Bonjour Cyril. Bonjour, ça va bien? Oui, très bien. Bienvenue. Merci. Merci de nous accueillir. Avec plaisir. Donc c'est ici que tout se passe. C'est ici que tout se passe, ouais. Sur la production. Après, il y a un gros travail en vente, mais la partie production, en tout cas, c'est ici, ouais. Alors peut-être avant qu'on visite, vous pouvez peut-être un peu nous expliquer l'histoire de cette entreprise et surtout de son nom. Alors nous, on existe depuis 2012 au niveau de la boulangerie. La boulangerie, c'est la boulangerie des Crouets, parce que donc les Crouets, c'est les petits en patois. Avec mon épouse, on a 4 petits, 4 enfants, dont une qui est grande maintenant. Ils sont tous grands maintenant, mais dont une qui est avec nous, qui est responsable de la pâtisserie depuis l'an dernier. Est-ce qu'on fait un petit tour? Oui, on peut faire un petit tour, allez. Alors là, on a la partie boulangerie avec la partie ici, la partie cuisson. Donc avec le four où tout le pain est cuit la nuit, à côté de l'entrée pour pouvoir être près du départ des livraisons. Là, on arrive dans l'espace cuisine-pâtisserie. Cuisine-pâtisserie, l'espace est divisé en 2 parties. Cuisine pour toute la préparation des traiteurs, du snacking et tout ça pour les magasins, aussi de la préparation pour des événements. Et la partie pâtisserie, pareil, pour les magasins et aussi pour des événements. Vous avez un peu des spécialités ou vous faites vraiment sur demande? Alors non, les spécialités on a le pain, un des premiers pains, le pain des Crouets, que j'ai mis en place au départ, qui est un mélange de farine de tradition des Savoies et farine de meule sur le vin liquide et sel de Guérande. Voilà, ce pain, c'est un pain qui a un minimum de fermentation de 24 heures et scarifié de 4 coups de lame. On a 4 enfants, ce qui représente les Crouets. Un petit symbole. Un petit symbole, ouais. Et donc il y a combien d'employés ici sur place?
sans compter les points de vente. Ouais, sur place, en production, on va être toute production confondue. En moyenne, on est une dizaine par jour. Puis après, il y a les livreurs et du personnel au bureau aussi également. Donc vous avez commencé il y a longtemps, assez petit, puis aujourd'hui on voit que ça s'est quand même bien développé. Ouais, on a commencé il y a 12 ans. J'ai démarré avec ma belle-maman qui était en vente et moi en production. Et du coup, en 12 ans, ça a été très très vite. Ça a été très très vite. Alors on est arrivé il y a 2 ans ici dans cet atelier qui était prévu depuis longtemps. Et voilà, mais c'est compliqué de mettre ce type d'atelier en place. Et voilà, et maintenant on essaye de s'organiser pour que tout soit bien calé, que les produits soient maîtrisés et qu'on puisse faire plaisir aux gens et voilà, pas décevoir. Voilà. Si on doit sortir peut-être la spécialité de la boulangerie des Crouets, c'est quoi? La spécialité, je dirais ce que je disais tout à l'heure, le pain des Crouets. Et après, on fait aussi la tarte aux loutres, que vous avez peut-être vu en magasin, qui est une compotée de myrtille sur un fond de pâte sucrée recouvert de crème d'amande. Donc ça, c'est un des premiers produits qu'on a mis en place. Et après, on arrive sur la partie fournil. Donc, qui à cette époque, on est en intersaison, du coup, c'est un peu plus calme. Là, Guillaume qui est là pour la saison cet été avec nous, qui vient de sortir le pain de seigle, justement, qu'on aura l'occasion aussi de goûter tout à l'heure. Ah oui, parce que nous, on vous a amené du pain de seigle, qui est un peu une spécialité de chez nous, mais vous en faites aussi de manière régulière. Oui, on en fait tous les jours. C'est un produit qui est très apprécié et on est en milieu rural, les gens sont assez attachés à ce pain. Et on fait un pain de seigle qui est quasiment à 90% de seigle et sur le vin également. Donc on vient de faire le tour du laboratoire et de la fabrique. C'est le moment de comparer nos deux pains. Nous on a amené notre pain de seigle du Valais AOP, donc ici. Et puis peut-être avant de comparer, on va vous montrer une vidéo de Jörg Zenneuizern, qui est un boulanger de chez nous, c'est le patron des boulangeries de Zenneuizern. Donc il a un petit message pour vous, puis je vous laisse la visionner et réagir après. Avec plaisir. Je m'appelle Zenneuizern Jörg, je suis le CIO de notre entreprise familiale active dans la boulangerie et la gastronomie. Donc on est un grand producteur de pain de seigle. Ici en Valais central, on produit aussi du pain de seigle, autant pour nos propres magasins, pour des revendeurs, mais aussi pour des grandes surfaces. Et on utilise à peu près 140 tonnes de farine de seigle chaque année, donc de la farine de seigle cultivée ici chez nous en Valais. On a grandi dans une famille de boulangers, donc on est la 4e génération de boulangers. Donc déjà notre père et notre grand-père ont produit du pain de seigle. Moi j'adore le caractère de ce pain. Des fois on mange des pains qui sont plutôt des produits qui nous accompagnent dans nos repas. Et ici on a un pain qui représente vraiment un fort caractère. Mais c'est ce qui est aussi le challenge de consommer un bon pain de seigle avec son acidité, son caractère, son amertume. Et puis ensuite marier ça avec un bon fromage ou avec un bon verre de vin valaisan, c'est des mariages extraordinaires. Ce qu'il faut comprendre, c'est que cette céréale, le seigle, il est particulièrement adapté aux vallées et aux villages de montagne. C'est une céréale qui est très résistante par rapport au climat rude qu'il peut avoir aussi dans nos montagnes. Donc c'était vraiment une culture que chaque famille cultiver son propre seigle et fabriquer son propre seigle. Avec toutes ces explications, j'espère d'avoir pu vous donner quelques informations supplémentaires pour la culture de chez nous en Valais et de ce magnifique pain de seigle AOP. Je vous souhaite maintenant une bonne dégustation. Super. Ouais, c'est chouette, ça donne envie. Est-ce que vous avez un peu la même vision? Oui, après, ce qui est dommage chez nous, c'est que dans le temps, moi je l'ai pas connu. J'ai pas connu ça, mais dans le temps, ils avaient les cultures de seigle. Ici, c'est vrai que on a perdu ces cultures en local. Et même si on essaye de se fournir pas très loin, voilà, c'est pas du seigle de la vallée. Ça, c'est dommage, mais voilà, c'est vrai que
il y a une histoire au niveau du patrimoine qui est assez forte aussi sur la culture locale, sur le seigle, où les gens faisaient leur farine et amenaient. J'ai eu la chance de rencontrer un boulanger ici qui est décédé maintenant, mais voilà, qui me racontait que les éleveurs amenaient leur farine de seigle et ils faisaient le pain pour ces gens et après ils partaient en montagne avec. Est-ce qu'on passe à la dégustation? Je vous laisse peut-être découper, c'est vous le professionnel. Ouais. Tac. Je prends un du vôtre, puis vous prenez un de notre région. Ouais, allez. Et on compare. Celui-là, il va être un peu plus serré, du coup peut-être un peu plus concentré en arôme. Mais en tout cas, c'est très agréable. C'est très appétant, il donne tout de suite envie de manger, quoi. Vous allez dire, celui-ci il est un peu plus mou, mais il va se raffermir un peu sur la longueur. Ouais. Il est frais, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est limite meilleur le lendemain quand il a commencé à sécher un peu, parce que c'est vrai que c'est des farines qui sont le seigle, c'est des farines un peu complètes et tout en fonction de sur quel type on est. Mais comme là, comme celui-ci qui est tranché, qui est pré-tranché, voilà, si on le tranchait frais, il serait recollé tout de suite parce que ça fait des pâtes un peu humides. C'est très riche mais en tout cas, ouais, c'est très très bon. On vous remercie de nous avoir accueillis et d'avoir fait cet échange avec plaisir. Et puis on vous souhaite le meilleur pour la suite. Merci beaucoup. Merci. Merci Antoine. L'aventure touche à sa fin pour Fred et Antoine, qui laissent désormais la place à notre dernier duo de la semaine, Fabrice et Martine. Cap sur la région de Chamonix, où de nouvelles découvertes les attendent, entre montagnes et fermes locales. Alors, on remonte à bord du train TMR et c'est parti! Un sel et direction notre première halte à la ferme du Vieux Guide à Valorcine. C'est la gagne. J'ai pas compris que c'était là. Je crois que c'est là. On y est. La ferme du Vieux Guide. Cool. Oh là là. Bonjour, vous êtes Daphné? C'est ça, Jean-Louis. Bienvenue à la ferme du Vieux Guide à Valorcine. Nous y sommes dans le cadre du Tour de l'Espace Mont Blanc et nous avons le plaisir de rencontrer Daphné Yatropoulos. Bonjour Daphné. Bonjour. Yatropoulos, c'est pas tellement de Valorcine ça. Non, pas tout à fait, non. Un peu de grec chez vous, un peu de Valais aussi puisque maman est valaisanne. Oui, c'est ça, d'Ayen. Waouh. C'est pour ça qu'on se sent un peu à la maison ici, à la ferme du Vieux Guide. Alors, avec vous, Daphné, on va parler de l'association Mont Blanc Ferme PEDA, Ferme avec S. Oui. C'est quoi cette association? C'est une association qu'on a créée maintenant il y a 2 ans et le but de l'asso, c'est de reconnecter le monde agricole au grand public. Pour nous, il y a un manque de compréhension globale de la population envers comment on produit la nourriture. Et un des seuls moyens pour recréer du lien, c'est de pousser les éleveurs à ouvrir les fermes. On s'est rendu compte qu'à Chamonix, il n'y avait pas de visite de ferme avant qu'on arrive, notamment parce que les éleveurs ont déjà beaucoup de choses à faire et ça leur prend beaucoup de temps. Et du coup, on a créé un concept où nous, on vient s'occuper de la visite, on la vend, on remplit, on reverse une partie de ce qu'on gagne à l'éleveur. Le but, c'est de
faire le plus de visites possible et que le plus de gens puissent voir toutes les fermes. Donc vous soutenez les éleveurs, les producteurs et en plus vous faites plaisir aux gens qui participent à ces visites et à des ateliers. Oui, l'idée c'est d'avoir une offre touristique qui est aussi plus basée sur le local, sur l'écologie, les choix alimentaires qu'on peut faire au quotidien et valoriser la production agricole qu'on a dans le coin, parce qu'il y a plein de choses à faire à Chamonix, mais on oublie souvent qu'il y a aussi des gens qui travaillent pour nous nourrir. Si on veut participer, si vous voulez participer à l'une de ces visites, à l'un de ces ateliers, rendez-vous sur le site internet Mont-Blanc Ferme Péda. Il y a tout ce qu'il faut pour réserver en ligne et il y a les descriptions de ce qu'on fait, des différents ateliers qu'on peut proposer. On peut faire des visites en brebis, en vache, en chèvre. On peut avoir des ateliers sur le jus de pomme, le beurre. Il y a plein de choses à découvrir pour tous les âges. Merci Daphné. Nous sommes ici à la ferme du Vieux Guide à Valorcine. Est-ce qu'on n'irait pas la visiter? Bien sûr, venez voir. Allons-y. Daphné, on démarre cette visite par quoi? Alors, les tout premiers qu'on va rencontrer, c'est les cochons. Est-ce que tu sais pourquoi il y a des cochons dans cette ferme? Bah parce que... Non mais oui, peut-être j'ai une idée mais je ne veux pas trop l'expliquer. Ah ouais, ça c'est quand on sait pas mais qu'on n'assume pas ça. Non mais peut-être que... Je coupe l'électricité. Ok. En général, ah mais les cochons c'est pas un peu des aspirateurs? Ils nettoient un peu tout? Ouais, ils nettoient et ils cassent tout aussi. Hein. Ah ouais? Ça va, ouais. Par rapport aux cochons, est-ce qu'on arrive à créer un lien avec des cochons? Bah tu vas voir. Ok. Si tu arrives à les caresser, c'est que tu peux créer un lien, non? Ouais, c'est hyper humain en fait. Hein. Tu arrives vraiment à communiquer, ils s'habituent à toi. Après, il y a des races de cochons très très différentes. Salut les kikis! Salut les cochons! Allez hop, venez dire bonjour. Salut mes petits cochons! Salut mes petits cochons! Et oui, c'est bon, on crée des liens. Hein, oui, on arrive à créer des liens, ouais, c'est sûr. Mais un peu trop proche là. Il est en train de se gratter sur toi. Oh, qu'est-ce que tu te frottes? Ici, ces cochons, ils sont là parce que ils boivent le petit lait. Le petit lait, c'est donc un déchet de la transformation laitière. Donc partout, il te mord le mot de la pardon. Dis-nous. Hop, stop. Hop. C'est affectif hein, quand même. C'est affectif. Alors, ça, c'est des large white, la race. Et les large white, c'est vraiment les cochons qui sont le plus répandus parce qu'on les a sélectionnés pour faire de la viande. Du coup, ils sont capables de grossir très très vite. Tu penses qu'ils ont quel âge là? Je pense qu'ils sont jeunes, ils sont hyper jeunes. Combien? Je dirais, je sais pas combien de temps ça vient un cochon. Je dirais qu'ils ont entre 6 mois et 1 année. Ah ouais, non, ils ont 3 mois. Ah, c'est vraiment des bébés cochons. Et oui, mais sauf qu'un cochon à 5 mois, 5-6 mois, il a l'âge pour passer à l'abattoir. Il va faire environ 120 kilos. Nous, on peut récupérer à peu près 70 kilos de viande à 5 mois. Ok. Alors on parle vraiment de cette race de cochons, les large white, qui ont été vraiment sélectionnés par l'homme depuis des générations pour que ça soit des machines de guerre pour produire de la nourriture. Ils sont complètement fans de la nourriture et l'idée c'est qu'ils grossissent très vite. Une mère, elle peut faire 12 bébés à la fois, elle en refait très rapidement, donc en gros ça produit vraiment beaucoup de nourriture. Bon, après cette petite gymnastique avec les cochons, eh ben on va voir ceux qui produisent le lait, du coup. Ah. Donc les mères et les petits. Donc, comment on fait pour avoir du lait? On les traite. Ouais, mais avant de pouvoir avoir du lait, il faut quoi? Il faut les nourrir. Faut un bébé, hein? Ah bah oui. Ouais. Ah bon? Et ouais. Elles doivent avoir eu un petit avant de... Ah bah oui, c'est logique en fait. C'est comme, c'est comme tout le monde. Salut toi. C'est hyper logique. Salut la grossière. Salut. Oh mais est-ce qu'elles sont belles. Salut toi. Oh. Ils adorent. Donc ici vraiment la spécialité de la ferme du Vieux Guide, c'est le fromage de chèvre. Ouais, c'est la production de lait. Ouais. Et après, ce lait, il est entièrement transformé sur place. On peut faire plein de produits différents avec le lait. Globalement, ça peut être de la feta, un petit frais, des yaourts. La feta, absolument... c'est original ça. Ouais, c'est original, hein. Tu verras, il y en a dans le frigo. C'est hyper original, Madame Yatropoulos. Exactement. On essaye tout tant qu'à faire. C'est génial.
En fait, en production de lait par année, ça représente quoi? Ah ouais, ça dépend. En plus, là, c'est quand même un troupeau qui est récent. Et du coup, entre cette année et l'année dernière, il y a eu beaucoup d'évolutions, notamment sur toutes les mères qui sont pas assez productrices. Et du coup, on va séparer des mères qui font pas assez de lait. Pourquoi elle me mange? Ah, mais parce que tu sens bon, tu sens le cochon. Je sens le cochon, ouais, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Ou juste parce qu'ils aiment les câlins. Hein? C'est ça. Et du coup, pour l'histoire quand même, pour enclencher la lactation, on est obligé de faire un bébé. Donc on est obligé, il y a 5 mois de gestation. Et du coup, on est obligé d'avoir un bébé à chaque fois qu'on veut relancer la lactation. Et quand la lactation, elle est lancée, elle va faire que de descendre. Donc au bout d'un moment, on arrête de traire. Et puis on relance un nouveau bébé pour faire la suite. Tu fais des bisous à la caméra, toi. Il y a de la vente directe ici, ou c'est plutôt le marché, ou c'est plutôt des magasins qui prennent vos produits pour les mettre en vente? Non, ici on a un tout petit troupeau et c'est tout en vente directe. Okay, et c'est vrai que l'association, du coup, on arrive à passer pas mal de produits parce qu'en faisant les repas à la ferme, les visites, ça ramène quand même un peu de monde. Donc ça leur permet, au lieu de perdre du temps à aller au marché et à chercher des débouchés, nous avec l'asso on passe quand même déjà pas mal de choses. Les biquettes sont en pleine forme, en tout cas elles ont de la place pour s'amuser. Elles ont l'air pas trop mal. Daphné, on continue cette visite? Ouais, on a commencé à parler du lait, on peut aller voir les vaches. Va voir les vaches? Oui. Va voir les vaches? Les vaches que vous connaissez bien, du coup. Ouais, j'ai cru voir avant, ouais. Toi aussi? Hey, sister. Moi j'aime bien parler un peu du caractère de cette vache qui du coup, c'est ce que mon grand-père disait, il disait c'est la seule qui est intelligente. Même si c'est pas les meilleures productrices de lait ni les meilleures productrices de viande, on sait que... La bestiole ici. Là, c'est des belles combattantes et du coup ça fait aussi partie du patrimoine de la ferme. Et ici dans la vallée on a beaucoup de nos éleveurs qui ont au moins 1 ou 2 noirs pour participer au combat et puis pour faire vivre un peu le patrimoine. La grande majorité du lait qu'on boit et qu'on achète au supermarché, c'est des prix Holstein qui l'ont fait. Et forcément, quand on fait 70 litres de lait par jour ou quand on en fait plutôt 20, il n'y a pas du tout la même chose dans le lait. Et il n'y a aucun jugement sur aucune race, mais du coup, c'est intéressant de voir qu'il y a encore des gens qui vont chercher à avoir un caractère, un comportement, une viande qui disent plus persillée sur les vaches d'airain. Et que du coup, peut-être la quantité n'est pas la même, mais on peut valoriser autrement l'animal. Donc voilà, c'est toujours intéressant de voir comment une entreprise agricole elle a fait ses choix pour arriver à en vivre et quels animaux elle décide de garder. Bon, et qu'est-ce que ça fait de vivre en France, les copines? C'est pas trop compliqué à s'habituer, tout ça, mais oui, tu es bête. Hein? Mais je vois dans tes yeux que ça va, mais que tu restes avant tout une vraie rinçarde. Hein. C'est vrai que maintenant on entend beaucoup de choses, il y a beaucoup de discussions qui sont faites par rapport à la traite des animaux, même dans le milieu agricole. Je ne sais pas, selon vous, Daphné, quel est le message que vous aimeriez faire passer, vous auriez à dire par rapport à ça? Et moi je crois que c'est un métier très riche parce que c'est le plus vieux métier du monde, c'est celui où on a juste voulu se nourrir. Et quand on veut se nourrir, il peut y avoir 1000 façons d'avoir envie de le faire. Et il y a je pense qu'il y a juste plein de façons d'être un agriculteur. Et que chaque agriculteur, quand il prend une décision, elle est motivée par quelque chose. L'intérêt, c'est déjà comprendre quelles sont ses motivations pour éviter de les juger sans les comprendre. Et une fois qu'on comprend comment il en est arrivé là, souvent on est surpris, on a moins de jugement, on a plus de compréhension. On se rend compte qu'il n'y a jamais rien qui est tout blanc ou tout noir. Et qu'on reste des animaux, qu'on doit se nourrir aussi, que les choix, il faut les faire avec conscience. C'est la seule chose vraiment importante, c'est de comprendre pourquoi on en est arrivé là. Et j'imagine que l'agriculteur est quand même l'une des personnes qui respecte le plus l'animal. Oui, alors c'est un vrai gros débat aujourd'hui parce qu'il y a aussi l'agriculteur qui fait comme ses arrière-grands-parents ont fait depuis 100 générations, alors qu'aujourd'hui on sait que peut-être il y a des choses qu'il faudrait faire évoluer parce que c'est pas parfait. Ça existe aussi. Bien sûr. On a aussi des agriculteurs qui ont été à l'école d'agriculture où on leur a dit pour faire ce métier vous devez produire tant dans ce genre de schéma et qu'ils auraient envie de casser les codes, mais en fait on est tous pleins de schémas et des fois c'est difficile à déconstruire. Et c'est pas pour autant qu'il faut juger la personne, il faut peut-être juger aussi le système qui l'a amené jusque-là. Mais dans tous les cas, c'est jamais tout blanc ou tout noir et les gens quand ils sont arrivés à un point, c'est pas pour rien.
Je crois qu'il y a les ânes qui nous appellent pour manger, non? Allez, allez, allez les petits bourriques. C'est l'heure. Est-ce que vous savez pourquoi il y a des ânes là ici? Ah les ânes, parce que... Ils viennent d'arriver, c'est Ok. un petit indice. Est-ce et que ils ça... viennent pour... Mais c'est pour... ils gardent pas un peu les chèvres Eh ou oui. les... Ouais, c'est ça. Hein, ouais. Ils peuvent garder les chèvres, mais contre qui? Les loups. Oui, exactement. C'est contre les Il y a loups beaucoup de qu'on a loups ici. Et ouais, on en a Ah pas. ouais. Ouais. Waouh. Et comme tous les équidés, leur principe, c'est de vivre tous ensemble, d'avoir quelqu'un qui alerte tous les autres. Du coup, ils prennent soin du groupe. Et du coup, l'intérêt, c'est que du coup, il peut prendre soin d'un groupe de chèvres. Tellement ouf. Il n'est pas individualiste, quoi. Fou comme la nature est faite des fois. Ouais. T'es bien là? T'es bien au soleil, bébé? Salut toi. Oh. Toi, t'es tranquille là. Hein, là, t'es tranquille. Ouais, ça n'a pas l'air trop dur quand il n'y a pas de loup, non? Ouais, bah ouais. Salut. Bonjour. Oh ouais, là c'est dodo là. C'est la sieste. Là, on va rentrer dans le bâtiment pour aller voir comment on fait la traite et on transforme le lait. Du coup, là, on rentre à l'intérieur de la ferme. On va voir l'espace de traite, de transformation et la cave. Cool, c'est parti. Donc là, Daphné, on est où exactement? Alors ça c'est le quai de traite. Ici c'est l'endroit où les animaux vivent tout l'hiver. Puis du coup pour venir à la traite ils vont faire une petite boucle. Ils rentrent ici, mettent la tête ici, on met du grain. On va utiliser cette petite machine avec 2 griffes. Tac tac sur les 2 mamelles, on fait descendre le lait. Et puis ensuite elles descendent par ici, elles reprennent cette petite porte et elles retournent dans le parc. À quel moment la traite a lieu? Le matin, ici Ok. c'est le matin et après chaque éleveur peut choisir. Il y en a qui sont en monotraite ou en double traite, ça veut dire soit seulement le matin ou soit seulement le soir, soit les deux. Et puis en ce qui concerne les copines d'ici? Les chefs C'est- d'ici, ouais. que le matin. Que le matin. Que le matin et après elles repartent brouter. Elles rentrent le soir ici pour l'instant parce qu'il fait encore un peu frais et aussi pour se protéger des loups. Et le matin, traite et après elles partent brouter. Trop bien. On continue? On prend cette petite porte. Hop. Très bien. Donc là. On reviendra ici pour manger. Ok, parfait. D'abord, on va voir la salle de transformation. Waouh. Hop. Ah, c'est le laboratoire ici. Et voilà Ariane dans son domaine. Waouh, Bonjour. avec plein de- Bonjour Ariane, mais ça fait plaisir parce que ça fait tellement longtemps que j'entends parler de vous. Enfin, surtout depuis tout à l'heure, mais... Et ben voilà, Eh ben, Ariane bienvenue est dans là la salle de transformation. avec du fromage Je vous autour montre un d'elle. peu quelques fromages que j'ai fait dans les dernières 24 heures. C'est quoi comme fromage? Alors là, il y a de la tome qui va passer dans la cave d'affinage à partir de demain, donc qui va changer d'allure Et on pourra rapidement. la manger quand? D'ici un mois, minimum. Ok. Est-ce que c'est mieux de la manger un peu plus tard? ou- Ouais, c'est mieux un peu plus tard. Ok. Laisser le champignon faire son travail. Ok. Ouais, développer la croûte et puis après Ben, ça a avoir l'air un peu tellement plus, bon avoir que un peu plus. on aimerait sauter dessus là maintenant. Ouais. Ouais, mais non. d'autres C'est pas qu'on mangeait l'idéal. avant. Voilà. Et là, Et là, donc une petite surprise, un petit test, mais qui marche plutôt pas mal. C'est la feta Chamonix. C'est de la c'est feta. quoi, la feta? Chamonix. Ah ok, Feta parce que Chamonix. moi je connais de la feta, mais elle vient pas de Chamonix normalement. Ben voilà, c'est ça. C'est hyper original. Alors comment est-ce qu'on prépare la feta? Alors, donc tu veux avoir la recette secrète, Pas secrète, de la non. feta à base de chèvre. Et donc c'est pour ça que incroyable. évidemment je peux pas l'appeler feta parce que c'est 100% chèvre puisque je n'ai pas d'autre lait et que de toute façon je fais avec ce que j'ai. Et normalement, la vraie feta n'est pas faite avec la chèvre, c'est ça? Eh ben non, Ouais, elle est c'est faite ça. avec du brebis, de la brebis. Voilà. Et ça, la différence par rapport à la tome, c'est que ça, je vais le mettre dans du petit lait, dans une saumure en fait. Pendant l'affinage se passe dans la saumure pendant 3 semaines. Donc ça va rester dans un seau, dans du petit lait mélangé avec du sel. La feta Chamonix. Je connais pas, mais je sais que je vais être hyper fan. Eh bah, écoute, tu pourras partir avec un morceau, pas de C'est celle-là, génial. de celle que j'ai fait il y a 3 semaines. C'est génial. Est-ce que, Ariane, vous avez l'habitude de faire des petits tests comme ça Ah, j'adore. Sortir de la zone de confort Ouais, oui, et des oui. idées, ça vient tout le temps. Parce qu'on n'est pas bloqué au bout d'un moment avec voilà, du fromage de chèvre, du lait de chèvre. Au bout d'un moment, on a Ben tout non, essayé. parce qu'en fait, il y a plein, toutes les dérivés de brebis, de vaches. Bon, alors, on peut pas tout faire, genre la mozzarella, je pourrais pas la faire avec de la chèvre. Mais il y a plein d'essais possibles, quoi. Génial.
Bon, alors, si vous êtes sur la route, si vous allez, je sais pas, visiter, je sais pas, dire bonjour à quelqu'un à Chamonix, ou si vous prenez la direction de Chamonix, arrêtez-vous ici à Valorcine, à la ferme du Vieux Guide. Franchement, c'est un endroit, moi, je sais pas si je vais repartir, hein, je sais pas. Et bien voilà, je crois qu'on a fait le tour. Maintenant, il n'y a plus qu'à déguster. Ah, mais c'est la cerise sur le gâteau. Je ne pouvais pas demander mieux. En tout cas, merci pour cette visite. La ferme du Vieux Guide à Valorcine. Franchement, un moment suspendu. Daphné, vraiment pour ça, merci. Merci à vous. C'est génial de vous avoir. Va falloir goûter maintenant. Eh ben, on y va. On se lave les mains et à table. Alors, est-ce que vous voulez vous servir un peu de fromage? Tu devrais goûter. Trop facile, trop facile. Cette étape du Tour de l'Espace Mont-Blanc nous amène aux Ouches, à quelques kilomètres de Chamonix. Nous sommes à la ferme des Trois Terres, chez Jérôme Garcin, celui que l'on appelle Monsieur Rasdérin de la Vallée. Bonjour Jérôme. Bonjour. Où va bien ce surnom? Bah apparemment, oui, il colle à la peau. C'est parce que vous avez le plus grand nombre de Rasdérins de la région. De la vallée de Chamonix, oui. Après, voilà, je suis actif dans les organisations, alors c'est peut-être ça le surnom. Mais après, on est quand même plusieurs éleveurs dans la vallée encore, ouais. Un amoureux de la Rasdérin? Oui, depuis longtemps, ouais. Ouais. Comment vous l'avez découverte? Alors, on va dire que depuis tout petit, je travaille dans une ferme, ou du moins j'avais beaucoup de plaisir à aller dans une ferme, ici, là, aux Ouches. Et donc, à mes 18 ans, on va dire, ma grand-mère adoptive m'a offert un premier veau airain. Eux en avaient déjà, de toute façon. Et après, ben, voilà, ça a été une drogue. Je suis rentré là-dedans et j'ai vu mon premier combat de vache en 96 à Servoz. Et ça a été un peu une révélation. Bon, j'ai toujours été dans le milieu des vaches, mais les reins, ça a été quelque chose de plus puissant. Et ce premier veau, ben voilà, on va dire, c'est multiplié. Puis aujourd'hui, j'ai une trentaine de bêtes qui ont des origines essentiellement valaisannes quand même, et puis bien sûr Val d'Autun. Et on mélange tout ça. Et aujourd'hui, on a des belles vaches en France. Des vaches au bon caractère. Ouais, gros caractère, ouais. Bon, alors vous savez qu'en Valais, bien sûr, on est aussi fan de la race d'airain. Il y a de nombreux éleveurs. Et il y a une personne qui a un message pour vous. Vous allez regarder? Allez. C'est parti. Ouais, bonjour, je m'appelle Marius Panatier, je viens d'Evolène, je suis éleveur de la race d'airain, qui sont des vaches exceptionnelles, on les aime, on les cajole tous les jours, mais on ne peut pas toutes les garder, alors de temps en temps elles partent. Et puis à côté de ma ferme, de mon activité, j'ai un gîte agro-touristique avec 22 lits à côté de ma ferme. Alors je fais de la viande séchée et je la valorise ici au gîte avec les hôtes. Comme la viande est persillée, c'est vraiment des produits exceptionnels. Je collabore avec un boucher, un petit boucher, et lui il prend vraiment à cœur de fabriquer les produits, les saucisses, la viande séchée avec les vaches qui proviennent de mon élevage. Et c'est marrant parce que c'était un produit pour les gens qui avaient rien, qui étaient pauvres dans nos vallées, et maintenant c'est devenu presque un produit de luxe. Il y a un restaurant qui s'appelle Le Refuge qui est à 100 mètres et il m'achète toute la vache, donc qui est valorisée sur place. Alors et les clients sont particulièrement heureux de savoir que la vache a même mangé à côté du bistrot dans lequel il se trouve et elle vient d'une ferme qui est à 100 mètres. Et ça, c'est assez exceptionnel. Là, il y a un combat de reines qui s'appelle le combat de l'Espace Mont-Blanc, justement. Mais ce que je trouve vraiment exceptionnel, c'est les gens. On a été séparés peut-être par des frontières géographiques, politiques,
Mais en fait, on a cet amour de la montagne, on fait tous notre viande séchée, avec des goûts un peu différents, mais on est vraiment les mêmes, quoi. Alors oui, je vais vous donner un petit morceau de ma cibelle, un morceau de viande séchée que je te donne pour la transmettre à l'équipe. Je vous la transmets, cette viande séchée, Jérôme, et je vous propose que nous la dégustions plus tard, histoire d'avoir votre avis sur la viande séchée du Valais et des Volaines. Exactement, la viande à Marius. Avant ça, je vous propose qu'on fasse une petite visite de votre ferme, si vous êtes d'accord. Ah bah avec plaisir. Eh ben on y va, c'est parti. Allez. Donc on va démarrer cette visite. Jérôme, vous nous emmenez où pour... Oh là là. Oh bah c'est qu'il y a de l'espace par là. Hein. Voilà, ben là ça y est, c'est parti pour l'été. Donc on attaque à faire le foin. Là juste à côté de la ferme, mais bon, il y en a ailleurs. Puis on peut jeter un coup d'œil à l'écurie qui est vide aujourd'hui. Avec plaisir. Là les bêtes sont un petit peu plus loin, on peut aller les voir. Ça fait 15 jours qu'elles sont jour et nuit dehors. C'est pas si vieux. Hein. Ah, on peut aller les voir après? On peut aller les voir après. Super, je me réjouis. Donc ça c'est pas mal de boulot, ça on imagine. Ouais, c'est le gros boulot de l'été. Après, on est quand même bien mécanisé par rapport à avant. J'ai mes 2 garçons qui me donnent un sacré coup de main, donc ça se passe bien, quoi. Direction l'écurie. L'écurie, c'est parti. Puis voilà où elle passe l'hiver. Ça doit être bien par ici. Les vaches attachées ici, les veaux qui sont en box et puis ils vont dehors. On traite ici en fait les adultes. Elles ont chacun leur petit nom. Elles ont toutes leurs noms, le nom. Charamillon, Chosalet, Fanny. C'est ça. Coquette, Surdelle. On se demande pourquoi elle a ce prénom, celle-là. Hein ouais. Comment vous définissez le prénom? C'est au bol ou bien c'est un feeling au moment de la naissance? Oui et non. Enfin, je prends toujours la première lettre normalement de la mère. Ok. C'est quasiment tout comme ça, ou sauf certaines lignées où je mets plus j'en ai une de lignée, c'est plus par rapport à la montagne, donc ce sera toujours des noms de montagne. Voilà. Mais sinon, j'essaye de toujours garder la première lettre du nom de la mère. C'est excellent. Bon, on peut aller les voir, ces copines? Ouais, on n'est pas loin. On peut y aller. Allez, c'est parti. Peut-être que... Elles sont pas loin. On se rapproche. Salut les copines. Alors je crois qu'avec les cloches là, on y arrive, on y est. Elles sont là. Elles sont pas toutes là. Hein. Alors j'ai encore d'autres troupeaux séparés parce que je mets pas tout au même endroit. Mais là il y en a quand même avec les veaux, qui peut-être pas les vaches. Il y en a 30. Ok. À droite à gauche. Et donc là, elles sont dans un endroit qui n'est pas très loin de la ferme. C'est quoi la suite? Elles vont rester là? Elles vont se déplacer? Non, mais en fait, on mange tous les endroits où on ne peut pas faire du foin. On va manger, puis petit à petit, on déplace le troupeau en montant en direction de l'alpage. Ah, excellent. Donc on part du plus loin et après, voilà, on va dire toutes les semaines, grosso modo, suivant l'herbe, on va déplacer les troupeaux. Et on va dire d'ici 3 semaines, 1 mois, elles seront à l'alpage à Charamillon. Ok, cool. Sur le haut de la vallée. Parce que là, certaines se sont rapprochées un peu de nous. Est-ce qu'elles aiment avoir de la compagnie humaine autour d'elles ou c'est juste de la curiosité? Ah ouais, non, elles aiment la compagnie. Hein. C'est clair que si on dormait là à côté, elles vont dormir à côté de nous. C'est vraiment une race qui cherche la compagnie de l'homme. Ouais. C'est pour ça que les éleveurs sont assez passionnés de cette race-là. Ouais. Alors, je ne suis pas encore tout à fait prêt à dormir à côté d'elles. D'ailleurs, je vous propose qu'on retourne à la ferme pour une petite dégustation. Allez, c'est parti. Ouais. Ouais, tu peux venir avec si tu veux, ouais. De retour à la ferme des Trois Terres, aux Ouches, après avoir été dire coucou à Fanny, Boobs et ses copines. Je pense qu'il est temps maintenant de passer à la dégustation. Cette fameuse dégustation, la viande séchée de Marius Panatier. On aimerait beaucoup avoir votre sentiment sur cette viande séchée et surtout savoir ce que vous en pensez. C'est celle-là. Je laisse goûter. Ouais. À côté, c'est la vôtre. Ouais, c'est ça. Donc la vôtre, vous la connaissez? Ok, je vais goûter la vôtre moi, parce que vraiment je la connais pas. Je pense que c'est important. Ouais. Jérôme Garcin, donc, qui est à la tête de cette ferme des Trois Terres et qui produit aussi de la viande séchée.
Elle est excellente. La vôtre aussi. Mais je m'y connais moins que vous. Donc, peut-être nous expliquer ce que vous sentez, les principales différences, les principales caractéristiques de cette viande séchée. Celle-ci a plus de goût, c'est la Marius. En fait, là, moi, la mienne, je l'ai fait fabriquer par une école à La Roche-sur-Foron, qui est très bonne, hein, mais qui est différente, c'est pas la même recette. Mais j'ai une recette que un copain m'a ramené je pense du Valais, et justement, ça me fait pas mal penser à ça. Alors je sais pas si moi dans ma recette on met du vin rouge justement, on fait macérer avec des épices et ainsi de suite, puis il y a du vin rouge, et je sais pas si il faudra demander à Marius s'il fait ça aussi, mais pour moi ça a plus de goût à celle-ci que celle qui est faite à l'école. Donc vous validez? Ah oui. Merci beaucoup en tout cas pour cette belle découverte. Merci, puis merci à Marius. Je vais lui faire parvenir un bout de viande séchée aussi. On peut faire le transfert s'il faut. Puis vu qu'on ne l'a pas fait avant de déguster, on peut faire santé maintenant. Ah oui, c'est vrai. Santé, merci. On a posé les vélos, il est là pour nous de passer le relais. Avant ça, peut-être Martine, tes impressions? Écoute, on a vécu 2 magnifiques journées sous le soleil. Qu'est-ce que tu en as pensé? Ah bah en tout cas il y avait le soleil et en fait on a fait plein de belles rencontres, on a fait plein de belles découvertes, mais bon, il faut qu'à un moment donné ça s'arrête, surtout là on a vraiment besoin d'une douche parce que personnellement j'ai des marques de petits cochons à aller enlever sur mon corps et après on continue l'apéro. Tout à fait, allons-y. Donc on passe le relais aux 2 prochains aventuriers, un épisode à suivre sur Rhône TV tout bientôt. Le tour de l'espace Mont-Blanc vous a été présenté par le canton du Valais par son programme de l'espace Mont-Blanc, les moustaches bike du garage Brutin Frères à Sierre, Épicurialpes, le festival des saveurs et de la gastronomie alpine à Grimens, la fromagerie d'Étier, le groupe Garage et Carrosserie du Nord, les TMR, Transport de Martigny et Région, et la vallée du Trien.